Donc nous, on est l'agence 50A, on est une agence de communication digitale qui existe depuis bientôt 19 ans. Je remercie Olivier qui est aux manettes de la captation, Jérôme qui est derrière le LECA, Ayette qui nous soutient depuis toujours, puis Manon qui est ici sur la logistique, ça c'est l'équipe. Derrière l'agence, en fait, nous on aide nos clients à co-construire leur stratégie numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que l'humain c'est important quand même. C'est bien l'IA, mais il n'y a pas que l'IA, hein. Derrière il y a des hommes, des femmes. Et en fait, on travaille avec nos clients sur des principes d'atelier qui leur permettent de co-construire leur stratégie numérique. Ça veut dire que nous, on estime qu'on connaît à peu près notre métier du marketing digital. Et avec nos clients, en fait, on les aide à construire leur offre, ce qui leur permet derrière un accompagnement de 3 mois, parce qu'on met en place la feuille de route, la stratégie. On les accompagne pendant 3 mois et au bout de 3 mois, on coupe le cordon. Ou si on n'a pas été trop mauvais, on reste et on continue à travailler avec eux. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 3 personnes. Fabrice, à ma gauche, qui est entrepreneur, professeur, prospectiviste, conférencier, qui va nous faire un état de l'art. Mais on n'est pas là, clairement, aujourd'hui, on ne va pas vous parler de prompt et de chat GPT que de ça. On va prendre un peu de hauteur, faire un pas de côté. Moi, je vais parler de prompt. Si, toi, tu vas parler. Rélil qui arrive, qui va nous parler de prompt, mais lui, il fait du développement informatique, moi, je fais des sciences politiques. Donc, voilà, exactement. Donc, Fabrice, c'est une intervention de... On a prévu 3 slots de 45 minutes. On prendra 2-3 questions, mais l'idée, c'est de pouvoir les poser aussi après, puisqu'on vous a prévu un petit cocktail. Donc, Fabrice va nous parler de prospective, de l'état de l'art, de là où on en est, sociétal et tech. Ensuite, Pierre Villedieu. Donc, Pierre, lui, il a une relation très fidèle avec l'IA. Donc, il va nous parler de sa relation sans inceste, au contraire très respectueuse. Et toute la progression, en fait, depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et Pierre, parce que quand même, il est tellement discret, il est humble, il nous en parlera. Pierre, il a créé cette petite BD, manga, pour son fils qui a 2 ans. Et il a tout fait avec de l'IA. Donc, il nous racontera aussi sa relation et comment il voit évoluer les choses. Et puis, Rélil viendra enfoncer le clou, il nous parlera de tech, de l'IA générative, conversationnelle dans la tech. Et il nous racontera aussi comment il gagne en efficacité, en productivité avec des cas concrets. Donc, Mister Eppelouin, tu vas attaquer. Donc, ça déménage. Ne soyez pas choqués. Il n'y aura pas de trigger. Non. Il n'y aura pas de trigger warning, ce qui m'a posé d'énormes problèmes en tant qu'enseignant ces dernières années. Je vais vous proposer des takeaways. Dans des takeaways, ça veut pouvoir dire 2 choses. C'est de la nourriture à emporter et c'est des petits éléments que vous pourrez emporter aussi et qui vous permettront par la suite de mettre en perspective l'IA, parce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Ah, tu vois, il est connecté. Il est connecté. Et qui vous permettront quand même par la suite de mettre pas mal de choses en perspective. En fait, je vais vous matraquer avec des petits éléments à droite à gauche dont le but, c'est de vous permettre par la suite de prendre du recul sur l'impact de l'IA, sur les prévisions qu'on vous fait aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement à prendre au pied de la lettre, mais dont on peut ressortir pas mal de choses, de façon à ce que vous abordiez l'IA par autre chose que la pure tech. Et donc, je ne vais pas très concrètement vous apprendre comment ça fonctionne. Par contre, vraiment, je vous enjoins à prendre un peu de temps pour comprendre les bases. De la même façon que si vous conduisez une auto, ça peut être utile de comprendre un peu les bases d'un moteur à combustion. En l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le moteur à combustion, c'est l'impact carbone, la géopolitique liée aux énergies fossiles, ce genre de choses. Néanmoins, c'est toujours utile d'avoir les bases du fonctionnement d'un moteur à combustion. Alors, moteur à combustion, on s'en fout totalement. Dans 10 ans, ça aura totalement disparu. Par contre, l'IA, c'est là pour durer. Donc, ça peut vraiment être utile. On vous passera les slides, de passer un peu de temps à vraiment comprendre les bases statistiques de la façon dont ça fonctionne. Tout ça, c'est des statistiques pour l'instant, qui sont un domaine éminemment chiant des mathématiques, mais qui sont devenues complètement centrales. Je vais commencer par... alors ça, c'est un truc que je fais depuis 10 ans. C'est me faire un petit exercice avec vous, ce qu'on appelle une expérience de pensée, de façon à prendre un peu de recul sur la notion de progrès, et plus particulièrement sur la notion de progressisme.
qui, comme vous le savez, est une philosophie politique dans laquelle on baigne depuis maintenant 2 siècles, sur laquelle on ne prend absolument aucun recul et qui n'est absolument pas remise en question. Or, concrètement, elle est morte depuis bien longtemps. Et je vais vous montrer pourquoi et comment, par vraiment une petite expérience de pensée qui est finalement une méthode exploratoire scientifique assez banale, qui va nous permettre d'aborder le problème de l'exponentielle du progrès. Et qui va nous permettre de l'aborder dans une période qu'on connaît tous, a priori, parce qu'on va commencer de la naissance du web, qui n'est pas Internet, comme vous le savez, en 1993, les premiers navigateurs Internet, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Et coup de bol, 30 ans, si on prend la loi de Moore. Alors, la loi de Moore, c'est la loi qui veut que la puissance de calcul des processeurs double tous les 18 mois, qui est à peu près respectée. Concrètement, en 30 ans, vous avez 20 cycles. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en 20 cycles de la loi de Moore, sachant que le progrès s'appuie depuis les années 70 sur l'informatique, et que donc le progrès est totalement dépendant de cette puissance de calcul qui double tous les 18 mois, et que, pire encore, le progrès s'appuie désormais sur l'intelligence artificielle, qui est elle-même en progression exponentielle, s'appuyant sur quelque chose qui est en progression exponentielle. Donc c'est important de comprendre cette problématique de l'exponentielle. On va faire une petite expérience, donc on va faire, de façon imaginaire, 20 pas d'1 mètre chacun. Et si vous faites 20 pas d'1 mètre chacun, bah, c'est assez facile. En 20 pas, vous avez fait 20 mètres. C'est extrêmement facile à apprendre d'un point de vue cognitif. Et maintenant, on va imaginer que chaque pas fait le double du précédent. Donc, le premier pas fait 1 mètre, le deuxième pas fait 2 mètres, le troisième pas fait 4 mètres, et ainsi de suite. Et en 20 pas, vous aurez fait grosso modo la distance entre Paris et Bordeaux. Et cette incapacité cognitive à appréhender ça autrement que par les mathématiques, pour ceux d'entre vous qui font des maths, ça n'a rien de surprenant, mais cognitivement, on ne peut pas apprendre ça autrement que par les mathématiques. Et pourtant, c'est le monde dans lequel on vit depuis 50 ans. Depuis facilement 50 ans. Ça ne vous aura pas échappé, le progrès social ne suit pas une exponentielle. Et très concrètement, le progrès social est totalement décorrélé du progrès technique depuis 50 ans. Ça se mesure très facilement sur des courbes comme ça. Hein. Si vous prenez les salaires corrigés après inflation, bah, ils sont relativement stables depuis les années 70, alors que la productivité, qui, elle, est plus ou moins corrélée au progrès, elle est en progression constante. Et on le constate tous, hein, pour ceux d'entre vous qui font un peu d'économie, qui ont lu Thomas Piketty, toute la théorie de Thomas Piketty consiste à démontrer tout ça. On a un contrat social basé sur le productivisme qui, grosso modo, a été en place depuis la Révolution française, pour faire simple, et qui a pris fin dans les années 70. Et pourtant, théoriquement, on est toujours basé sur l'idée du progressisme et l'idée que le progrès va vous apporter à vous, citoyens, un progrès social hypothétique qui, en réalité, a disparu depuis les années 70. Tout ça pour vous dire que tous les gens qui vous bassinent avec du progressisme sont en train de se foutre de votre gueule d'un point de vue science politique, mais de façon vraiment intense, et souvent sans s'en rendre compte eux-mêmes. Très concrètement, on est aujourd'hui au début de la phase vraiment ascensionnelle de l'exponentielle. Et elle est doublement ascensionnelle parce que non seulement le progrès scientifique se base depuis 50 ans sur cette puissance de calcul informatique, mais dorénavant, avec l'intelligence artificielle, de plus en plus, l'intelligence artificielle va aider et assister le progrès scientifique dans des progressions elles-mêmes exponentielles. Donc on est parfaitement incapable de prédire ce qui va se passer dans ne serait-ce que les 10 ans à venir. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a ne serait-ce que 10 ans. Et encore moins il y a 20 ans. C'était assez facile de faire de la prospective il y a 20 ans. C'est totalement irréaliste aujourd'hui. On peut le faire à hauteur de 1 an, 2 ans, on peut s'aventurer à 3, mais alors à 10, c'est complètement fantaisiste. Et c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas il y a encore une décennie. Il y a une décennie, on pouvait anticiper l'impact du progrès sur les sociétés relativement facilement à horizon 10 ans. Aujourd'hui, complètement irréaliste. On peut palper ça de façon très simple. Hein. Ça, c'est ce que vous donnez Midjourney il y a 1 an et demi sur un prompt qui consistait, grosso modo, je n'ai pas le prompt, hein, mais grosso modo, une jolie fille rousse. Ça, c'est ce que ça donne aujourd'hui. 1 an et demi de progrès. Et c'est pas fini. Mon deuxième takeaway, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Elle est déjà là depuis longtemps.
elle transforme déjà le monde depuis longtemps, et elle est absolument partout. Je vous ai mis quelques marques iconiques des grands acteurs. Alors, Netflix n'est pas un grand acteur de l'intelligence artificielle, hein, mais Netflix, son moteur de recommandation, marche sur de l'intelligence artificielle. Pas celle qui nous préoccupe et qui nous angoisse aujourd'hui, la précédente génération, celle qu'on a vulgarisée à travers des termes comme Big Data. Toujours est-il que c'est de l'intelligence artificielle. Tesla est un des acteurs les plus dynamiques de l'intelligence artificielle et surtout l'un de ceux qui l'a sorti des ordinateurs pour la mettre ailleurs, même si une Tesla, ça reste un ordinateur avec des roues. Malgré tout, ça commence à avoir des impacts qui n'ont plus rien à voir avec un ordinateur, ou en tout cas qui ont des impacts sur des choses dont on ne s'attendait absolument pas. Et Tesla est vraiment un acteur extrêmement intéressant. Amazon, Google, Facebook, vous les connaissez. On va juste s'attarder un petit instant sur Facebook, qui est probablement l'un des plus grands pollueurs en matière d'intelligence artificielle, au sens où il a eu l'un des impacts les plus dévastateurs sur nos sociétés. Ça, c'est un petit graphique qui vous montre la polarisation de l'opinion publique américaine sur ces 15 dernières années. Et vous voyez qu'en l'espace de 15 ans, on est passé d'une situation où il y avait un consensus au centre assez clair, à une situation totalement polarisée. On a rigoureusement la même chose en France, avec 4 ou 5 années de décalage. Pour les plus férus de sciences politiques, vous allez pouvoir vous apercevoir que c'est la gauche qui s'est le plus radicalisée. Même phénomène en France. Ce n'est pas les méchants Trump qui sont aussi bien radicalisés. Hein, on ne peut pas dire que Trump soit un modéré. Mais si on mesure l'opinion publique, on s'aperçoit que c'est de loin la gauche qui est la plus radicalisée. Aux États-Unis, en Amérique du Nord d'une façon générale, comme en Europe d'une façon générale. Ça, c'est l'effet de l'algorithme de Facebook. Un algorithme, qui évidemment est de l'intelligence artificielle, a totalement polarisé les opinions publiques occidentales, avec les effets qu'on constate désormais au quotidien. Mais c'est pour vous dire à quel point l'intelligence artificielle a déjà fondamentalement transformé nos sociétés, avec des impacts qui, à défaut de preuve du contraire, pour l'instant, sont plutôt négatifs. On va s'intéresser dans la suite de cette présentation à l'impact sur l'entreprise, sur les salariés, sur les citoyens, ce qui est totalement différent, et sur les nations, sachant qu'on baigne tous là-dedans. Qu'on soit chef d'entreprise ou salarié, de toute façon, l'impact sur l'entreprise va nous concerner. On est tous censés être citoyens, j'espère que vous l'êtes, et puis on est forcément rattaché à une ou des nations. Vous allez voir que tout ça va être profondément disrupté par l'intelligence artificielle. Tout d'abord, pour ce qui concerne les entreprises et l'emploi. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ça, ça c'est la dernière une de Society qui a été faite par une intelligence artificielle. Et typiquement, le boulot d'illustrateur sera probablement parmi les premières victimes de l'intelligence artificielle. Victimes visibles, hein, il y en a déjà plein, hein. Mais très clairement, aujourd'hui, faire une illustration en passant par un illustrateur comme on le faisait il y a encore 5 ans, c'est vraiment... Vous avez trop de pognon. Parce qu'un bon petit prompt, et vous avez ce genre de résultat. Il en est de même pour les photographes, il en est de même pour les journalistes. Alors, eux vont survivre grâce à des subventions, mais pas si longtemps. Très concrètement, vous pouvez produire 80% des contenus de la presse actuelle avec un fil AFP, un fil Reuters et un abonnement chez OpenAI. Il n'y a absolument plus besoin de journalistes pour 80% des contenus presse actuels. Ce qui est pas forcément un problème, vu la qualité du journalisme en France, mais malgré tout, c'est quelque chose qui interpelle. Les consultants, c'est absolument affolant. Vraiment, le ChatGPT vous fait des slides version McKinsey et vous fait des slides qui sont l'équivalent de quelqu'un qui a 2 ans d'expérience chez McKinsey. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est de l'ordre minimum 100 000 € par an de salaire. Tout ça avec juste un abonnement à $19 par mois. Et des trucs tout à fait corrects, vraiment tout à fait corrects. Les juristes, hein, c'est catastrophique. Hein. L'art des juristes, c'est justement de maîtriser une logique qui échappe à la plupart d'entre nous, d'autant plus qu'elle n'est pas, on va être honnête, pas très très logique. Mais ça, une intelligence artificielle le fait à la perfection. Avocat, pas forcément aussi en danger, mais juriste, vraiment, c'est un métier qui va très très rapidement disparaître ou se transformer de façon radicale. Les comptables, n'en parlons pas. Les enseignants,
j'ai envie de dire Dieu merci, vu l'état de l'éducation nationale, il va bien falloir trouver un palliatif. Il y a un potentiel extraordinaire dans l'enseignement avec l'intelligence artificielle, accompagnement personnalisé, compréhension fine des problématiques de chacun des élèves, feedback sur le niveau du bon bain auprès des parents, qui n'en ont plus, hein, vu qu'on ne note plus, on redouble plus, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Donc il y a quand même des choses très très positives là-dedans, hein. L'enseignement, typiquement, c'est probablement l'un des secteurs qui peut le plus bénéficier de l'intelligence artificielle. Traducteur, bah, vous avez tous déjà expérimenté des trucs comme DeepL, ça s'améliore de plus en plus. Et puis vous avez peut-être vu ces trucs qui tournaient sur Twitter où vous prenez une vidéo de quelqu'un qui parle, vous la faites manger à une intelligence artificielle et ça vous recrache la même personne qui parle dans une autre langue avec une synchronisation des lèvres. Vous imaginez facilement ce que ça veut dire pour des médias. C'est-à-dire que n'importe quel média peut demain matin être disponible en 70 langues. Et vous imaginez ce que ça fait sur l'économie des médias, parce que c'est bien gentil d'avoir 70 langues, mais vous n'avez pas multiplié par 70 le potentiel auditeur. Donc il va y avoir une bataille de l'audience qui va se faire, a priori, du côté des contenus, j'allais dire qualitatifs, mais c'est oublié qu'Hanouna nous a démontré le contraire. En tout cas, il va y avoir une grande redistribution de l'audience du fait que du jour au lendemain, on va pouvoir s'adresser à une audience mondiale dans sa langue. Et puis il y a une multitude de métiers comme ça qui vont soit disparaître, soit pour la plupart être radicalement transformés. Et c'est dans ce côté... Pardon ? Ah, développeur informatique. Mais développeur informatique, on va avoir Khalil qui va en parler en long, en large et en travers. Développeur informatique, c'est plutôt un métier qui va se transformer, pas être remplacé. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez avoir un code qui va être totalement pourri. Alors que si vous savez ce que vous faites, mais Khalil va vous en parler, si vous savez ce que vous faites, effectivement, c'est totalement bluffant. Illustrateur, par contre, c'est vraiment un métier qui va disparaître. Parce que entre un brief à ChatGPT, à DALL-E ou à Midjourney, ou un brief à un illustrateur, vous aurez le même résultat. La différence, c'est le prix. Et le prix sera vraiment radicalement dissuasif. Et alors là, pour le coup, c'est la deuxième intervention. Attention de ne pas froisser tout le monde. Non, ce qui est intéressant, c'est que Pierre va nous en parler aussi de sa relation avec l'illustration. Et on va le voir encore une fois que si tu n'as pas de connaissances, tu as une difficulté aussi à créer du lien sur l'ensemble des prompts que tu fais. Oui, il faut... l'être humain ne devrait pas disparaître, si tout va bien. Mais typiquement, on a dans les clients de 50 ans, je pense à Cyril, des gens qui étaient dans des métiers qui n'étaient absolument pas créatifs, au sens artistique, et qui, du simple fait d'avoir des outils comme Midjourney, se sont mis à faire ce qu'ils auraient peut-être aimé faire si la vie les avait orientés différemment. Ils auraient aimé faire du dessin, de la peinture. Et on sent que, je pense à un type en particulier, qui est dans l'intelligence économique, qui a des métiers extrêmement sérieux, et qui clairement aurait pu, si la vie l'avait mené sur d'autres pentes, devenir un artiste épanoui. Et il s'est découvert, grâce à Midjourney, une vraie vocation d'artiste à un âge assez avancé. Il a mon âge, Cyril. Donc on va avoir aussi ce genre de phénomène de gens qui vont tout d'un coup étendre leur champ de compétences, non pas parce qu'ils ont de nouvelles compétences, pas parce qu'ils ont une intelligence artificielle qui va compenser le fait que concrètement ils ne savent pas dessiner. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des idées. Et qui vont être capables d'exprimer des choses à travers de l'illustration, à travers de la photo, à travers tout un tas de choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas, mais l'IA va être là. Il faut quand même être capable de se dire je vais exprimer telle idée à travers telle illustration. Et ça, pour l'instant, c'est encore du ressort de l'être humain. Évidemment, ça va provoquer des réactions de type néoludite. On va avoir énormément de réactions au sein de la population de gens qui vont refuser ce progrès. On le mesure par exemple à travers ce petit sondage où on demande concrètement votre priorité, c'est quoi? Préserver l'emploi ou transformer l'emploi, au sens transformation digitale. Et on s'aperçoit que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on était dans une situation de 50-50. On avait la moitié de la population française qui voulait absolument préserver l'emploi et que ça ne change pas, et la moitié de la population qui était à fond dans la Startup Nation et qui voulait transformer l'emploi pour profiter du progrès du digital. On ne peut pas dire que la Startup Nation ait survécu à deux quinquennats Macron. Aujourd'hui, on en est à 71% de l'opinion publique, et c'est même pas aujourd'hui, c'est au début de cette année, 71% de l'opinion publique qui veut absolument préserver l'emploi, ce qui n'est évidemment pas possible. Et on a moins d'un tiers de la population qui est toujours partante pour la Startup Nation et la grande transformation digitale.
Donc ça vous donne une idée à quel point la Startup Nation n'a pas réussi à entraîner qui que ce soit. Mais ça vous donne aussi une idée à quel point on a en France, mais pas qu'en France, une réaction extrêmement forte et extrêmement majoritaire de gens qui disent non au progrès. Alors on aime aller faire passer pour des populistes qui sont contre le progressisme, mais comme vous l'avez vu précédemment, le progressisme, c'est un vaste foutage de gueule. Ça n'existe plus depuis les années 70. On a une bonne vieille idée de l'intelligence artificielle dans les gains que ça peut apporter aux entreprises, qui est héritée de la précédente génération d'intelligence artificielle, qu'on a popularisée avec l'acronyme Data is the New Oil. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. On peut, si vous êtes une entreprise, que vous avez énormément de données, vous pouvez la faire digérer par cette nouvelle génération d'intelligence artificielle qui va vous donner d'autres résultats que la précédente génération d'intelligence artificielle, hein, la fameuse Big Data. La bonne nouvelle, c'est que ça demande beaucoup moins de data. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a toujours les mêmes pilleurs, hein, en l'occurrence des gens comme OpenAI, qui, eux, ont commencé à scraper la totalité de l'Internet pour la donner à manger à leurs intelligences artificielles, et donc qui ont pris une sacrée longueur d'avance. Et que, forcément, c'est eux les grands gagnants. Très clairement, eux. Ce qui ne veut pas dire que toute entreprise qui dispose de données n'a pas un potentiel de gain phénoménal à faire avec ce type d'intelligence artificielle. Et là aussi, j'imagine, je n'ai pas vu la presse de Relil, mais j'imagine que vous en parlera, ce n'est pas si complexe à faire. Et ça peut donner des résultats très rapides et franchement intéressants. Ceci dit, si on prend un peu de recul et qu'on fait un peu de macroéconomie, quand Renault passe un partenariat avec Google pour l'intelligence artificielle, on imagine bien qu'à terme, c'est ça qui va se passer. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment besoin d'imaginer, hein, il suffit d'aller voir les cours de bourse. C'est assez parlant. Ça, c'est un cours de bourse sur 13 ans qui compare Google et Renault. Vous voyez que l'évolution de Renault est tellement insignifiante à côté de celle de Google que ça ressemble à une ligne plate. Et c'est une ligne plate, c'est un électroencéphalogramme plat. Il n'y a absolument aucun espoir pour l'industrie automobile européenne. Elle ne pourra pas survivre au fait d'avoir outsourcé ce qui va constituer l'essentiel de sa plus-value. C'est Google qui va gagner. Et c'est valable pour toute forme d'industrie européenne. La chute de Google, là, c'est quand en fait? La chute de Google, c'est 2023. Alors, je ne saurais pas te dire exactement à quoi ça correspond. C'est quand ils avaient l'air d'être en retard sur l'IA, justement. Quand ChatGPT est sorti et qu'ils avaient l'air... Je ne crois pas, parce qu'ils ont perdu 100 milliards à cette époque-là, et 100 milliards dans le cours de Google, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Alors, 100 milliards sur le cours de Google, ça représente 4 ou 5 pixels, là. Ça va... Non, ça doit être plus un truc cyclique. Il doit y avoir... J'ai pas les raisons en tête, pour être honnête. C'est le Covid. Le confinement, ça a plutôt profité au monde du digital. Hein. En l'occurrence, c'est le gros pic. Là. Donc, a priori, c'est plus le gros pic qui correspond à une anomalie liée au confinement, et ensuite un vague rattrapage et un bordel. Mais le confinement, ça a été la fête du slip pour tous les GAFAM. Hein. Si vous voulez comparer ça à Tesla, alors là, la courbe rouge qui est moribonde, c'est Google. Et ça vous donne un ordre d'idée d'un côté, vous avez Renault qui se dit non, mais l'intelligence artificielle, on va sous-traiter ça aux GAFAM. Et de l'autre côté, vous avez Tesla qui dit ah merde, il faut quand même construire des roues et des portières autour de cet ordinateur. Mais notre métier, ça reste l'ordinateur. Et l'intelligence artificielle, et la captation des événements extérieurs, leur centralisation, leur intelligence, de façon à... Alors le but ultime de Tesla, c'est pas du tout de vous offrir des voitures cool qui vont à une vitesse folle. Hein. Ça, c'est juste un parcours intermédiaire. Le but ultime de Tesla, c'est de posséder 100% du parc automobile mondial et de vous vendre du temps de trajet, comme vous achetez du temps sur votre forfait mobile, avec des véhicules totalement autonomes. Ils y viendront. C'est un vieux loup de mer chez Tesla. Ils y viendront forcément un jour. On ne sait pas très bien quand, mais ils y viendront un jour. Mais vous ne faites aucune illusion. La Tesla que vous voyez dans la rue aujourd'hui, c'est juste un produit intermédiaire. Ce n'est absolument pas l'objectif de Tesla. L'un des problèmes qu'on va commencer à regarder de près dans l'intelligence artificielle, c'est que les gains de productivité ne sont absolument pas les mêmes d'un secteur à l'autre. Typiquement, il y a d'énormes gains de productivité dans tout ce qui est en bleu. Tous les petits points bleus représentent 75% des gains de productivité potentiels. Tous ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de recul. Hein. C'est fait par des gens du type McKinsey. Donc,
malgré tout, derrière, il y a des modélisations et il y a des réalités. C'est clair que le développement logiciel, le marketing, ont beaucoup plus à gagner avec l'intelligence artificielle, l'attention, que la fabrication industrielle de produits. Ce qui veut dire très concrètement qu'en fonction du rôle qu'ont ces différentes fonctions dans chaque entreprise, elles vont chacune avoir des gains différents de l'intelligence artificielle. Et que donc là aussi, l'intelligence artificielle va complètement redistribuer les cartes d'une entreprise à l'autre. Certaines entreprises seront vraiment en état de profiter pleinement de l'intelligence artificielle et d'avoir des gains de productivité gigantesques, d'autres non. Donc les géants d'hier ne seront pas forcément ceux de demain. Des acteurs moyens aujourd'hui peuvent demain devenir des géants du fait qu'eux vont pouvoir profiter en plein de l'intelligence artificielle. C'est pareil pour les différents salariés. Il y a des types d'emplois qui peuvent profiter à plein de l'intelligence artificielle, d'autres non. Alors là, typiquement, sur celui-là, le développement logiciel est censé multiplier par 2 sa productivité. Vous verrez, à travers la présentation de Khalil, qu'on est plus proche du 5. Alors, encore une fois, tous ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de recul. C'est fait par du consultant, qui est une profession qui est sur le point de disparaître. Malgré tout, derrière ces chiffres, il y a quand même des modélisations qui ont une certaine réalité. Et c'est évident qu'un avocat ne tirera pas autant parti de l'intelligence artificielle que toute la fonction administrative d'une entreprise qui, a priori, pourrait être totalement remplacée. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire dans un pays comme la France, qui est sans doute le pays avec la plus grande masse salariale liée à l'administration publique. Tout ça peut être parfaitement remplacé par en grande partie remplacé par de l'intelligence artificielle. Au prix de l'emploi, ce qui expliquera que ça ne se fera probablement pas. Très concrètement, ça veut dire que dans les entreprises, vous avez d'ores et déjà une course entre des employés qui sont en train de faire jouer avec ChatGPT, et vous voyez là-dessus, ça c'est un sondage, donc c'est un peu plus fiable qu'un truc de consultant, vous voyez là-dessus que plus de la moitié des salariés dans des entreprises de services sont déjà en train d'utiliser au moins une fois par jour, si ce n'est plus, ChatGPT. Et donc très concrètement, pour ceux d'entre vous qui sont chefs d'entreprise, vos employés, ils ont déjà commencé la course. Tous. Absolument tous. Et donc, vous allez avoir une course entre des fonctions centrales de l'entreprise qui vont être augmentées par l'intelligence artificielle et produire plus de valeur pour l'entreprise, et puis des employés qui vont produire plus de valeur pour leur gueule, qui vendent à l'entreprise. Mais ça va poser forcément un problème. Je vais vous faire un poil d'économie. Souvenez-vous, Marx définit 2 types de capital. Le capital constant, qui est le capital du capitaliste, c'est les moyens de production, donc les bâtiments, les machines, le logiciel, les matières premières ou la data. Et puis il définit le capital variable, les ouvriers. Enfin, les ouvriers, à l'époque où il y avait un prolétariat. Mais grosso modo, le capital variable, c'est votre masse salariale. Et c'est ces 2 capitaux et ces 2 gains de capitaux qui sont en concurrence aujourd'hui dans l'entreprise. Ce qui veut dire qu'indéniablement, à un moment ou à un autre, il va y avoir une rupture du consensus sur la répartition du profit. Ça ne peut que nous péter à la gueule. Un jour ou l'autre, alors, où est-ce qu'il est passé, Khalil? Parce que j'arrête pas de... Il est là-bas. Il n'est pas salarié. Mais imaginons qu'il soit salarié dans une entreprise et que, par le miracle d'une intelligence artificielle, il multiplie sa productivité par 5. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est suffisamment con pour ne pas aller voir son patron en demandant une augmentation s'il augmente sa productivité par 5? Ça va être quoi la négociation? Je passe de 1 à 5, on coupe la poire en 2, tu multiplies mon salaire par 3? Parce que si on est équitable et qu'on répartit la valeur, c'est à peu près ça. Si on multiplie les salaires par 3 dans le développement informatique. Si le patron répond non, il ira prendre un emploi ailleurs. Et comme il n'y a pas de chômage sur ce secteur, ça sera rapide. Ou il passera en indépendant, deviendra lui-même sa propre entreprise. Ce qui lui permettra de récupérer les gains du capital constant et les gains du capital variable. Donc c'est pas du tout dépassé Marx, c'est toujours, même si ça a bien dérivé, c'est toujours une analyse économique qui permet vraiment de distinguer et d'anticiper les problèmes, notamment les problèmes qu'on appelle les relations sociales.
on va au-devant d'une énorme catastrophe en termes de renégociation sociale dans tout un tas de secteurs d'activité. On n'est plus du tout dans le domaine de la révolution industrielle où, très concrètement, on donnait une machine qui valait une fortune à un ouvrier, qui, du coup, décuplait par 1000 sa force de travail, mais concrètement, il avait toujours ses bras avant. C'était la machine qui faisait le différentiel. Là, on est sur un abonnement à ChatGPT à 9,95 € que tous les employés peuvent se payer, qui vont permettre à chacun des employés d'exploser leur capacité de production, et donc, du coup, de déséquilibrer le rapport entre le rendement du capital constant et le rendement du capital variable. C'est vraiment une perturbation qui va être d'une violence absolument inouïe. Sachant qu'on peut aussi négocier moins de temps de travail, on peut négocier plein de choses, mais l'équilibre va être rompu. Et n'importe qui a utilisé ChatGPT peut très bien mesurer les gains de productivité qu'il peut faire lui-même. Et à partir de là, vous avez une négociation salariale. Et évidemment des syndicats qui vont être complètement largués. On va passer au chapitre suivant qui sont les nations. Et vous allez voir qu'au niveau des nations, c'est pas mieux. Les nations, par la nature même de chacune de leurs économies, ont elles-mêmes des gains de productivité, alors ça se mesure en croissance, totalement différents à espérer. Encore une fois, c'est des chiffres de consultants, il faut prendre du recul, mais enfin, on est tous conscients que l'économie de la Suède n'est pas la même que l'économie de l'Espagne, et que donc, par nature, en fonction de son industrie, de son tissu pour les services, est-ce qu'elle est plus ou moins une nation agricole ou pas, l'intelligence artificielle va apporter des gains de productivité différents entre la Suède et l'Espagne. Sans surprise, on trouve les États-Unis en tête du classement, et puis on trouve la France dans une honnête médiocrité. Ce qui est déjà pas mal, vous allez voir dans les autres classements, c'est moins sympathique. Mais toujours est-il que dans les 10 ans qui viennent, là aussi, il va y avoir une redistribution massive des cartes entre les nations. On peut d'ores et déjà assister à une forme de transformation schumpeterienne, qui est l'une des formes de transformation schumpeterienne, c'est la destruction créative. En mesurant typiquement quelle est la proportion des annonces d'emploi qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, on est déjà à 2,2% des annonces d'emploi qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle. En France, on est à 0,84%. Ça fait un gros décalage, très gros décalage. Et ça, c'est une économie qui est en train de se transformer, très concrètement. C'est vraiment des entreprises qui maintenant ont déjà intégré le fait qu'il y a une partie, alors non négligeable non, parce que 2% c'est pas encore énorme, mais quand même, 2% des gens qu'on recrute, on s'assure qu'ils maîtrisent certains outils d'IA parce que ça va faire partie de leur travail au quotidien. L'Europe, sans trop de surprise, n'investit pas grand-chose dans l'IA, et donc il n'y a pas grand-chose à espérer d'une forme de souveraineté par rapport à l'IA. Modulo le logiciel libre, dont on pourra reparler, je n'ai pas abordé la problématique du logiciel libre, mais c'est une carte très, très, très importante, pour ne pas dire la seule carte qu'on puisse encore avoir en Europe. Mais si vous regardez les investissements, on parle d'investissement privé, le différentiel entre les États-Unis et la Chine est déjà assez marqué. Les États-Unis investissent 2,5 fois plus que la Chine. Bon, alors la France, on est invisible. On est dans l'épaisseur du trait. Et il n'y a pas que la France. Quasiment tout le monde, en dehors des 2 premiers acteurs, est dans l'épaisseur du trait. Il y a une exception notable pour la Grande-Bretagne et Israël, si on prend en compte le fait qu'Israël est un tout petit pays, que la Grande-Bretagne est pas beaucoup plus grosse, c'est à peu près la même taille que la France, mais la Grande-Bretagne, c'est déjà 3 fois plus d'investissement que la France. Autre donnée à prendre en compte, l'investissement est aujourd'hui quasi exclusivement privé. Il n'y a plus d'investissement public. L'investissement public est, pour ainsi dire, disparu. Alors, il y a un côté capitalisme qui a soit perdu les pédales, soit tout écrasé, c'est en fonction de votre positionnement politique. Mais ce qui se reflète clairement dans l'investissement, c'est qu'il y a encore 10 ans, l'investissement public était largement majoritaire en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est l'épaisseur du trait. Si on va voir dans le détail, ça, c'est les budgets R&D
des 7 plus grosses entreprises par rapport à tout en bas, vous avez le CNRS. Et donc, vous pouvez constater que Amazon, son budget R&D, ben, c'est 20 fois celui du CNRS. Ça, c'est pas la même source de revenus, mais c'est en termes de capacité d'investissement, ça montre à quel point on ne peut pas. C'est même pas que la course est perdue, c'est qu'on fait une course. Si on faisait cette course, on est en trottinette face à des gens qui sont en Tesla. Absolument aucune chance de gagner. D'autant plus qu'ils font la course en meute. Hein, donc, si vous additionnez Amazon, Google, Facebook et Apple, le CNRS, là encore, c'est même pas l'épaisseur du trait. Donc, très clairement, l'avenir de l'IA est un avenir privatif. À moins qu'on investisse ces 4,2 milliards qui sont ridicules du CNRS dans du logiciel libre. Et là, on peut renverser les jeux. Mais c'est une autre histoire et je ne l'aborderai pas ici ou je l'aborderai après cette présentation. Mais très clairement, hein, c'est devenu un jeu exclusivement privé. On va s'attaquer maintenant à un 5e chapitre qui est les citoyens et l'IA. Pas les salariés, pas les entreprises, vraiment les citoyens. Les citoyens et l'IA, ils vont avoir à faire face à une rupture civilisationnelle violente, qui est qu'on vit dans une civilisation judéo-chrétienne, qui est basée sur des préceptes qui ont été édictés par 12 mecs il y a déjà un peu plus de 2000 ans, dont l'un d'eux, qui est saint Thomas, l'un des apôtres de Jésus pour les agnostiques dans la salle, qui a posé cette base qui a vraiment fondé une grande partie de notre civilisation, qui est « je crois ce que je vois ». Eh bien, ça ne marche plus. Ça ne marche absolument plus. Notre rapport au réel... Filters have messed with our brains so much that people honestly think this is what they look like. This filter is insane. Like, look, it's so real. So then, when I take someone's photo and say I show them the back of the camera and they look like that, they're devastated. They're devastated. The amount of times I hear a beautiful woman tell me how disgusting and how ugly they are. Oh, look at their wrinkles, look how old. They use these filters, and that's their baseline. Ce que vous voyez là, c'est un effet Instagram puissance 10, parce que maintenant, c'est les Chinois qui s'y mettent. Instagram a déjà un impact majeur sur la santé des femmes, des jeunes femmes. Dysmorphie, enfin, il y a plein d'effets psychologiques extrêmement néfastes du fait qu'on a habitué une génération tout entière à projeter son image à travers des filtres. Et donc, du coup, à être très déçu quand elle regarde un miroir qui, à ce stade, n'a pas de filtre. Ça viendra, hein, mais pour l'instant, le miroir de la salle de bain n'a pas de filtre. Et donc, de vivre en permanence dans une dichotomie entre une réalité reflétée par un miroir et une réalité projetée dans des réseaux sociaux à travers des filtres. Ces filtres sont de plus en plus puissants. Là, vous voyez, c'est totalement bluffant, quoi. Ça, on est capable, en temps réel, de maquiller une fille et éventuellement de lui faire une chirurgie esthétique au passage. C'est dévastateur sur la psychologie d'une adolescente. Absolument dévastateur. Bien pire que le porno ou ce genre de truc. Et ça fait partie du quotidien de toute une génération. Donc les vieux dans la salle n'ont pas trop été affectés par ça, modulo le fait qu'on projette tous à travers les réseaux sociaux quelque chose qu'on n'est pas forcément, mais pas nécessairement au niveau du physique. Là, on a une génération entière qui est dans la dysmorphie. Et ça se mesure. Hein. En grande partie, ça, c'est l'effet de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va provoquer des problématiques psychologiques monstrueuses dans les années qui viennent, qu'on n'a même pas encore imaginées. Mais elle a déjà provoqué depuis 10 ans, qu'on est par contre tout à fait en mesure de mesurer. Vous avez tous vu cette photo, vous savez tous qu'elle est fausse. Vous savez qu'elle est fausse parce qu'elle est totalement irréaliste. Personne n'imagine un instant Macron se battre avec des CRS. Ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant, c'est complètement irréaliste. Donc vous savez que c'est un fake. En plus, la photo, celle-là, a un peu moins d'1 an. Et donc, si vous regardez attentivement Macron, ce n'est pas parfait. Mais si vous la redemandez aujourd'hui à mi-journée, ça sera absolument parfait. Mais vous saurez quand même que Macron se battant avec des CRS, ça ne peut pas être un... Donc, c'est une fausse photo. Par contre, celle-là, elle a posé plus de problèmes. Beaucoup plus de problèmes.
Elle a fait l'objet d'intenses débats. Elle date de la dernière manif des retraites. Et il a fallu un bout de temps avant d'affirmer de façon péremptoire qu'elle était fausse. Et la façon d'affirmer qu'elle était fausse, c'est que, regardez bien les casques des CRS, ils ne sont pas bleus. Celle-là aussi, elle a posé d'énormes problèmes. Ça, c'est 3 brigades de CRS devant le Conseil constitutionnel, toujours pendant les manifestations pour les retraites. Évidemment, tout le monde s'est dit « Ah, elle est fausse ». Et non, elle est vraie. Elle est vraie, elle a été faite par un photographe de Reuters, et il a fallu que le photographe de Reuters, sur son compte, affirme que oui, ça sort de mon appareil photo, c'est du vrai. Et ça illustre bien cette problématique, c'est-à-dire que celle-là a été prise par l'essentiel des gens qui l'ont vue pour du vrai, celle-là a été prise par l'essentiel des gens qui l'ont vue pour du faux. Le rapport à la réalité, avec ces outils-là, va être irrémédiablement changé. Changer, c'est un euphémisme, disrupté de façon très très violente. Ça va être un énorme problème. Est-ce que l'intelligence artificielle doit nous dire si cette dame ensanglantée est en fait évacuée par la police parce qu'elle est blessée ou blessée par la police parce qu'elle manifeste? Écoute, à ce stade, non, mais peut-être demain. En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment capable de dire que cette image a été générée par une intelligence artificielle. On a longtemps cru qu'on allait mettre au point des outils comme ça. C'est pas fiable. C'est pas fiable du tout. Et plus les outils d'intelligence artificielle générative s'améliorent, moins on sera capable de distinguer le vrai du faux. En France, tout comme aux États-Unis, ce n'est pas les journalistes qui vont nous sauver, parce qu'il se trouve qu'on a ça en commun avec les États-Unis, qui est que la confiance a totalement disparu envers les médias. Mais alors totalement disparu. Elle est morte avec le Covid. Et concrètement, les médias sont morts d'un Covid très particulier, qui est le Covid qui venait du pangolin. Nous, on a tous chopé un Covid qui venait d'un laboratoire. On sait maintenant qu'Agnès Buzyn a écrit son bouquin. Les journalistes, eux, ont chopé un Covid qui venait du pangolin, et celui-là était vraiment mortel. Donc, ils sont morts. La confiance a vraiment disparu, elle ne reviendra pas. Là, on patauge dans les fake news en ce moment même. Vous voyez bien que quand on en est au stade où Le Monde et la BBC balancent des fake news, bon, c'est que vraiment on a atteint le stade de la mort clinique irrémédiable. C'est un phénomène qui est quand même très localisé. Si vous regardez l'Allemagne, vous avez plus de 50% de la population qui croit ces médias en Allemagne. Il n'y a pas la Suède là-dedans, mais en Suède, ils sont à 70%. Donc la situation n'est pas du tout la même. Ce qui veut dire, là encore, que l'impact de tous ces deepfakes et des images générées par la machine ne sera pas du tout le même en Suède ou en France. En Suède, très concrètement, il suffira qu'un média de renom dise « non, ça c'est faux, je vous garantis ». Tout le monde dira « ok, bah, j'ai cru ». En France, que dalle. Ça ne marchera pas. Inversement, la confiance que la population a envers l'IA est très variable d'un pays à l'autre. Alors ça, c'est culturel. On est aussi dans le bas du classement. Hein. Et curieuse, enfin, c'est vraiment très très culturel. En Chine et en Inde, les gens ont très très confiance envers l'intelligence artificielle. Il faudrait explorer ça. J'ai pas à ce stade vu d'explications très convaincantes sur ce différentiel, mais le différentiel est d'une violence extrême. Hein. Vraiment, entre la France et le Japon, on est dans les mêmes eaux, mais entre la France et l'Inde, on passe quasiment d'un rapport de 1 à 3 en matière de confiance. Et donc forcément, ça aussi, ça aura un impact sur les sociétés. Les citoyens indiens et chinois ont beaucoup plus confiance que les citoyens occidentaux dans ce que l'intelligence artificielle peut leur donner à voir. Mais entre le Japon et les États-Unis, on a un rapport de 1 et 2. Pourquoi ? Ça reste à explorer. Et puis, encore une fois, ces mesures sont à prendre avec beaucoup de recul, hein, mais il y a une appréhension culturelle très différente de l'intelligence artificielle et de ce que la machine peut apporter à la civilisation d'une culture à l'autre. Et puis, vous connaissez tous ce graphique qui vous permet, après un test, de vous positionner sur un axe libertarien, autoritaire ou gauche-droite. J'imagine que vous avez tous fait des tests à la con qui vous donnent votre positionnement là-dedans pour vous dire, après toute une série de questions, si vous êtes de gauche, si vous êtes de droite, si vous êtes libertaire ou si vous êtes plutôt un facho, ce genre de choses. Finalement, on peut faire ce test à des machines aussi. Hein.
Et on s'aperçoit que d'une intelligence artificielle à l'autre, c'est pas du tout le même positionnement. Du tout, du tout. Ce qui permet quand même de se dire qu'il y a quand même une dimension soft power à l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez une intelligence artificielle étrangère, vous êtes sous influence politique étrangère et intentionnelle. Vous avez tous remarqué que ChatGPT est très woke. C'est pas un hasard. Il a été pensé pour être woke. Et si vous regardez où on est ChatGPT, c'est-à-dire les outils d'OpenAI, vous apercevez que entre la version 3.5, ChatGPT tout court, c'est 3.5, et ChatGPT 4, on a fait un bon pas en avant vers le libertarianisme. Hein. Il y a eu une claire évolution qui n'est pas le fruit du hasard. Et donc ça, je vous invite vraiment à garder ça en tête quand vous utilisez une intelligence artificielle. Ça n'est pas du tout neutre. Du tout. C'est très marqué politiquement. Et pour l'instant, on a essentiellement des modèles, là, on a des modèles open source et des modèles américains. Les Chinois n'ont pas encore mis à disposition d'intelligence artificielle. Les Émiratis n'ont pas encore mis à disposition, sous forme d'un ChatGPT, leur intelligence artificielle. Ils le feront. Soyez sûr que les Chinois ne vont pas passer à côté de ça. Donc vraiment, gardez à l'esprit que ça n'est pas neutre. Ça n'est pas parce que c'est artificiel et que c'est une machine que c'est neutre. C'est complètement orienté politiquement, et c'est orienté politiquement avec une intention. Alors tout ça nous amène sur la conclusion qui est que qu'est-ce qui va se passer demain? Rien, ça va pas être drôle. Ça, c'est une communication du Premier ministre anglais qui y a une semaine. Il essaye de réunir autour de lui d'autres chefs d'État de façon à sonner l'alarme sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait avoir des conséquences cataclysmiques. Et c'est vraiment ces termes, hein, cataclysmiques. Et en fait, quand on interroge les experts, il y a 3 scénarios qui se dessinent pour les prochaines années. Il y a un scénario qui n'est pas trop catastrophique, hein, qui est celui bien connu. L'intelligence artificielle reste à là où elle en est. Elle s'améliore, hein, mais elle ne dépasse pas dans toutes ses dimensions l'intelligence humaine. Si on est dans ce scénario, on aura affaire à une révolution schumpeterienne. C'est la même chose que la révolution industrielle. À peu près ce qu'on se prépare tous à vivre avec l'intelligence artificielle actuellement. Ce sera une transformation de plus, probablement plus violente que les précédentes, mais finalement, on a déjà encaissé, nos ancêtres ont encaissé la révolution industrielle, on s'est tous tapé la révolution numérique, ce sera une révolution de plus. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario intermédiaire, c'est que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine dans ses dimensions intellectuelles et cognitives. Là, on a un léger problème. On a a priori devant nous un changement civilisationnel et une réorganisation complète de la société dans les 10 ans qui viennent. Donc là, on n'est pas du tout sur une révolution schumpeterienne, on n'est absolument plus dans la transformation digitale, on est clairement sur quelque chose qu'on va subir, mais dont on ne sera pas vraiment les maîtres. Et puis vous avez le scénario cataclysmique, qui au passage est le scénario envisagé par Sam Altman, l'un des fondateurs de OpenAI, qui est qu'on atteigne dans les 5-10 ans une forme de super intelligence artificielle, la fameuse intelligence artificielle consciente d'elle-même. Donc là, autant vous dire qu'on va tous mourir. On est dans une disruption anthropologique, c'est-à-dire que très concrètement, la place de l'homme sur Terre est totalement marginalisée. Vous avez tous vu Matrix, c'est à peu près le scénario que nous décrit Matrix. C'est une possibilité dans les 3 scénarios. Grosso modo, si on fait le consensus scientifique autour de ces 3 scénarios l'an dernier, on a quand même 80% des experts qui misent sur la révolution schumpeterienne. Le problème, c'est que si on le fait cette année, ils sont maintenant 80% à miser sur le changement civilisationnel. Alors après, comme vous l'avez vu au début de cette presse, on est face à une exponentielle et même les plus grands experts ne sont pas capables d'anticiper, de faire de la prospective à 10 ans. Il faut vraiment prendre ce genre de truc avec du recul. Personne ne peut faire de prospective à 10 ans. C'est terminé. Le bon vieux métier de prospectiviste que j'ai connu quand j'avais 30 ans, où on faisait des prévisions sur 10 ans et on les affichait fièrement et on avait raison, fini. Totalement fini. Ça se trouve, l'an prochain, tout le monde sera revenu sur la révolution schumpeterienne ou on sera arrivé à la disruption anthropologique. On ne sait pas. Mais de toute façon, très honnêtement, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où le seul scénario dans lequel on peut vraiment être acteur du changement, c'est la révolution schumpeterienne.
C'est la transformation par l'intelligence artificielle. Et ça, on est encore maître de nos destins dans cette hypothèse-là. Excusez-moi. Ouais. Pourquoi atteindre la super intelligence artificielle, ce serait forcément synonyme de destruction de l'humanité? Typiquement, Sam Altman, lui, il dit que ça sera un énorme progrès pour l'humanité et que la mission d'OpenAI, c'est d'atteindre ça. Et tu crois encore Pour aux le conneries bien que de te raconte la Silicon Valley à ton âge? Non, je sais pas, mais pourquoi croire le contraire nécessairement? Parce qu'ils t'ont menti de façon systémique depuis 30 ans, oui, Enfin, facile. là, l'enjeu, c'est la destruction de la civilisation humaine. On n'est pas sur le même type de mensonge. Oui, il y a une progression, clairement. Sam Altman, il envisage le revenu universel comme solution. C'est-à-dire, grosso modo, son approche du truc, c'est qu'effectivement, l'écrasante majorité des êtres humains sur Terre ne seront absolument plus utiles et qu'il va falloir trouver un modèle économique global qui fera qu'on paiera les gens à ne rien foutre. Et ce qui leur plaît vraiment. C'est plutôt positif. À faire ce qu'ils veulent. Comme il n'a pas trop d'illusions sur le fait que tu t'épanouiras à faire ce que tu veux et que tu représenteras une micro-minorité et que le reste du monde tournera en rond, ils envisagent aussi de fournir à l'humanité de façon gratuite la réalité virtuelle. Et ça, c'est le scénario de Ready Player One. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas le meilleur film de Spielberg, c'est même probablement son plus mauvais, mais il a le mérite de poser, c'est le film de chevet de Mark Zuckerberg sur la réalité virtuelle. Donc c'est vraiment un truc à voir. Je vous dis mauvais film, hein. Prenez-le en torrent. Malgré tout, c'est vraiment la vision de Mark Zuckerberg et c'est probablement, et c'est aussi la vision de Sam Altman. La différence entre Zuckerberg et Sam Altman, c'est que Sam Altman veut vous l'offrir gratuitement, histoire que vous restiez docilement sur votre canapé avec un casque sur la tête plutôt que de vous poser des questions et de faire des trucs et éventuellement de vous rebeller contre la machine, comme dans Matrix, alors que Mark Zuckerberg veut vous le vendre. C'est la seule différence. Mais franchement, croire les conneries des gens de la Silicon Valley, depuis le temps... Si jeune, hein. Non, il a plus 15 ans. C'est gentil. Donc, ouais, gardez en tête quand même que tous les chiffres que je vous ai montrés sont à prendre avec beaucoup de recul. C'est fait par du consultant, qui est une profession qui va disparaître. C'est fait par des prospectivistes, j'en fais partie, qui est une profession qui... C'est pas qu'on va disparaître, c'est que vous m'auriez connu il y a 15 ans, je vous annonçais typiquement les lois de surveillance actuelles, je les annonçais il y a 15 ans. Alors qu'aujourd'hui, sur typiquement la surveillance, qui est l'un de mes domaines de prédilection, je suis totalement incapable de vous annoncer ce qui va se passer dans 10 ans. Absolument incapable. Je peux vous annoncer ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, mais au-delà de ça, la technologie, notamment l'IA, qui va intervenir là-dedans, va avoir un rôle tellement important que on ne sait pas trop. Donc on ne sait pas très très bien ce qui va se passer. On va arriver dans une période où le marketing va prendre le relais de la prospective, en vous annonçant des super trucs, parce qu'il ne faut quand même pas vous paniquer plus que ça. Mais là, en réalité, on ne sait absolument pas. On a vraiment ouvert une boîte de Pandore. On a failli avoir un débat public dessus. C'était la fameuse le moratoire sur l'intelligence artificielle. Malheureusement, c'est très compliqué d'avoir un débat public là-dessus. Très, très, très compliqué. J'ai même participé à plusieurs émissions de télé qui essayaient de lancer le débat public, mais il n'y a pas vraiment d'appétence. Et puis, il n'y a pas un public qui est conscient des enjeux, en fait. Mais tôt ou tard, on aura un débat public là-dessus. On aura un débat public subi. On ne va pas décider que Amazon va arrêter ses recherches en intelligence artificielle et que du coup, on va marquer une pause histoire de se donner le temps de réfléchir au modèle de société qu'on veut construire à partir de ça. Mais par contre, clairement, quelle que soit l'hypothèse, hein, dans les 3 hypothèses que je vous ai évoquées précédemment, de toute façon, on est sur un besoin fondamental de repenser le modèle de société dans lequel on vit. Typiquement, le revenu universel, c'est pas totalement débile, même si on n'est pas dans l'hypothèse de Sam Altman, hein, mais l'idée d'avoir un revenu universel pour compenser un déséquilibre et une réorganisation de la répartition des profits qui est absolument inévitable et qui fait que très concrètement, il y a des professions qui aujourd'hui sont dans la middle class, qui vont terminer dans la upper class, des professions qui sont dans la upper class, qui vont terminer SDF, etc., etc. Et ça, dans un temps très court, il va falloir que la société dans son ensemble accompagne ça. Parce que les SDF, c'est bien gentil, mais s'ils ont Bac+8 et qu'ils s'organisent, ça va foutre un bordel monstrueux. Donc il va vraiment falloir accompagner ça. Ouais. Je peux poser une question.
Bien sûr. Et les coachs, les gens qui font du coaching, business coaching, pas de sport, business, Ouais. disent souvent l'homme il sait dire les choses, il les sait, et aussi il les sent. Ouais. La question c'est que l'intelligence artificielle sait les choses, elle les dit. La question est, quand est-ce qu'elle va les sentir? Oh, ça fait 10 ans qu'elle les sent. Et donc vous, comment vous vous sentez par rapport à ce que vous nous dites? Ah, moi, je suis habitué d'annoncer des catastrophes. L'un de mes domaines de prédilection, c'est la recherche sur des technologies d'intelligence artificielle liées à la surveillance de masse, à la manipulation d'opinion publique. Donc, je navigue dans des technologies très dark depuis 15 ans et je fais des investigations en technologies très dark. Si je vous racontais les technologies de surveillance depuis 15 ans, ça serait bien plus angoissant que ça. Pour ce qui est de sentir, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que Microsoft a développé des brevets qui permettent, à travers la petite webcam qui est sur votre laptop, d'identifier les émotions sur votre visage et de faire un reporting au management, mais aussi de potentiellement adapter quelque chose en fonction de la réception émotionnelle que vous avez de l'information qui est sur votre écran. Donc non, l'intelligence artificielle est déjà tout à fait capable de sentir. Ça fait belle lurette qu'on a déposé une multitude de brevets pour ça. On l'a fait très discrètement parce que le premier brevet qui est apparu à la surface, c'est vraiment un brevet Microsoft, il a 10 ans. Il était pensé pour équiper les open space et les ordinateurs des open space qui sont tous équipés de webcam de façon à surveiller et optimiser la productivité des employés. Et comme ce n'était pas très très cool et qu'ils l'ont fait discrètement, ils n'ont jamais vraiment commercialisé le produit. Mais il marche, il est fonctionnel. Et ça peut s'utiliser pour, typiquement, si un coaching ou la psychanalyse par un moteur d'intelligence artificielle, évidemment, il va avoir besoin de lire votre langage corporel, de lire vos expressions du visage, et il est parfaitement en mesure de le faire. Et non seulement il est en mesure de le faire, mais il est en mesure de comparer votre réaction avec la réaction de 300 millions de personnes, d'en déduire des règles qu'il a déjà observées. C'est un échantillon de 150 000 personnes qui ont eu les mêmes réactions que vous, et d'en déduire tout un tas de choses sur vous à une vitesse qui stupéfierait n'importe quel psy. Il va y avoir un divorce, l'IA va aider les couples en difficulté à mieux se comprendre. Ça dépend de ce qu'on en fait. Pourquoi pas? C'est une application possible. S'il y a un business derrière, oui. S'il y a un business derrière, c'est tout à fait possible. Oui, oui. Non, mais la psychothérapie par intelligence artificielle, c'est déjà un business développé. La médecine, typiquement, ils ont au début, les médecins se sont dit, OK, bon, l'intelligence artificielle est d'ores et déjà plus performante que les médecins pour typiquement diagnostiquer un cancer à partir d'examens. Et les médecins étaient persuadés que c'est pas grave parce que nous, la relation avec le patient, l'empathie, tout ça, ça restera notre domaine de privilégié. Et ils ont mesuré ça, et en fait non, du tout. Parce qu'une intelligence artificielle, si vous apprenez que vous avez un cancer colorectal, et que déjà colorectal c'est un peu flou, vous allez forcément être extrêmement angoissé et poser des tonnes de questions. Votre médecin, au bout d'une heure et demie, il va un peu, et puis s'il est l'heure de manger, et puis il y a 6 autres consultations dans la journée, donc, alors que l'intelligence artificielle, elle peut passer 3 jours à vous expliquer le moindre détail. Ce qu'un médecin ne fera pas. Et vous donner une impression d'empathie, ce qu'un médecin fera aussi, parce que les médecins, ils sont blindés. Hein. Vous imaginez bien qu'un médecin, après avoir annoncé son 700e cancer, il ne souffre pas avec vous, sinon il mourrait. Donc ils ont été habitués, ils miment cette empathie. Ils ne pourraient pas survivre humainement. Si à chaque fois qu'ils annonçaient un cancer, ils vivaient la détresse de leurs patients, pas possible. Donc ils miment cette empathie. L'intelligence artificielle aussi. Et qu'on mesure, parce que ça se mesure, elle est meilleure. Donc ça a vraiment changé énormément de choses. Pour conclure sur toutes ces prédictions, je vais vous passer un petit clip de notre ami Elon, s'il arrive. Elon. Il est caché, il est là. Qu'est-ce qu'il faut, Elon? Il est partout. T'es connecté encore? Autonomous cars will definitely be a reality. A Tesla car next year will probably be 90% capable of autopilot. Like, so 90% of your miles could be on auto. You know, for sure, highway travel. We're probably only a month away from having autonomous driving, at least for highways and for relatively simple roads.
like a Model S and Model X at this point can drive autonomously with greater safety than a person. Right now. In the next year, self-driving will encompass essentially all modes of driving and be at least 100 to 200% safer than a person by the end of next year. We're talking maybe 18 months from now. I feel very confident predicting autonomous robotaxis for Tesla next year. I'm extremely confident of achieving full autonomy and releasing it to the Tesla customer base next year. When do you think Tesla will solve level 4 FSD? I mean, it's looking quite likely that it will be next year. Bon, tout ça pour vous dire que, d'une part, les discours de la Silicon Valley, il faut les prendre avec beaucoup de recul. Que Elon Musk sait très bien de quoi il parle en matière d'intelligence artificielle, hein, c'est un des fondateurs d'OpenAI. Et c'est au jour d'aujourd'hui, Tesla est l'une des sociétés qui exploite le mieux l'intelligence artificielle. L'essentiel de la valeur boursière de Tesla, c'est ses capacités justement à être en train de construire ce que Elon promet depuis 10 ans, hein, c'est-à-dire des véhicules totalement autonomes, des véhicules sans conducteur, ce qui changerait radicalement la face du monde dans la mesure où, comme vous utilisez votre véhicule en moyenne un peu moins de 5% du temps, vous n'avez besoin finalement que 5% d'un véhicule. Et donc vous pourriez le partager avec potentiellement 20 personnes. Il faudra ajuster un peu les rythmes des entreprises, mais c'est tout à fait envisageable de diviser le parc automobile par 10, de faire en sorte que le véhicule ne vous appartienne pas, que vous louiez un temps de transport, et que vous appuyez sur un bouton de la même façon que vous commandez un Uber, si ce n'est que ce soit un truc qu'on appellera voiture par habitude, qui viendra vous chercher d'un point A à un point B et qui décomptera la distance sur un forfait mensuel. C'est ça le but de Tesla. Et pour arriver à ce but, la pierre angulaire, c'est l'intelligence artificielle. Et le but de Tesla, c'est l'intelligence artificielle. Tout le reste, les moteurs, les roues, la carrosserie, le design, tout ça, c'est totalement accessoire. Ils s'en foutent totalement. Alors, si vous avez une Tesla, vous allez vous apercevoir que c'est très 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 loin d'une voiture allemande en termes de finition, même si ça s'est amélioré. C'est parce qu'ils s'en foutent totalement. Le but du jeu, c'est d'arriver au véhicule autonome. Le fait de vous sortir un modèle S, un modèle X, un modèle machin, c'est juste pour rentabiliser l'aventure de façon à pouvoir financer le parcours. C'est exactement comme Starlink. Starlink, il s'en fout totalement. Le but de Starlink, c'est de financer l'aventure spatiale vers Mars. Starlink n'est qu'un moyen de financement. Le modèle S et le modèle X ne sont qu'un moyen de financement pour arriver au véhicule autonome. Et derrière tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, Elon Musk, lui-même, n'est pas foutu de prédire de façon sérieuse tout ça. Ça fait près de 10 ans qu'il se trompe de façon systématique. Conclusion, c'est vraiment pas la peine de paniquer. Encore une fois, c'est pas la peine de paniquer parce que dans les 3 hypothèses possibles, il n'y en a qu'une seule dans laquelle on est encore maître de notre destin. Donc, s'il faut miser sur l'une des 3 hypothèses, c'est la seule sur laquelle on peut miser. Du coup, le pari est vraiment simple. Et très concrètement, la réponse, elle est dans votre tête. Elle n'est absolument pas dans la tête d'un consultant de chez McKinsey, qui sont totalement largués et qui vont être les premiers à être remplacés. Elle est clairement dans votre tête, elle est dans le fait de trouver des gens qui vont pouvoir faire naître l'idée dans votre tête. Et c'est objectivement la seule façon d'aborder le problème. On peut aussi avoir la version survivaliste et aller... Mais très concrètement, si on continue de rester l'aventure, la solution est dans votre tête. C'est typiquement le genre de choses qu'ont compris une quantité faramineuse d'employés dans le secteur du service, qui se mettent à utiliser ChatGPT sans en référer à leur patron, qui commencent à tricher de la même façon que les gamins aujourd'hui remplissent les copies avec ChatGPT. Et la problématique qu'ont et l'éducation et les entreprises, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ce genre d'élèves ou ce genre de salariés. Est-ce qu'on décide que l'élève qui a rempli sa copie d'histoire avec du ChatGPT, il a triché ? Ou est-ce qu'on se dit que c'est le système éducatif qui est complètement obsolète et qu'il faut peut-être l'adapter à des réalités nouvelles ? Est-ce que l'employé qui a triché avec ChatGPT et qui du coup veut passer l'essentiel de son temps à glander, parce qu'il n'en est pas encore à venir vous demander une augmentation et de multiplier par 3 son salaire, est-ce qu'on considère qu'il triche ? Ou est-ce qu'on considère qu'il faut peut-être commencer à aborder le problème de la répartition de valeur ou du temps de travail
ou de faire en sorte que cette hypocrisie, parce qu'aujourd'hui c'est le règne de l'hypocrisie, hein, la plupart des employés trichent avec ChatGPT et la plupart des patrons sont soit totalement stupides et ne s'en rendent pas compte, soit font mine de ne pas avoir besoin de s'en rendre compte parce que très concrètement, l'entreprise continue à fonctionner comme auparavant. Mais c'est faux, elle ne continue pas du tout à fonctionner comme auparavant. Totalement faux. Donc voilà, la solution est dans votre tête. À vous d'arriver à accoucher de la façon dont chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que salarié, pourra utiliser tout ça pour le mieux. Ben, je crois qu'on peut... Donc là, vous avez eu un... Je pense que Fabrice a bien posé les jalons. Alors maintenant, on aura l'occasion de toute façon de poser des questions lors du cocktail. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer la parole à Pierre, qui va nous ramener un peu de créativité, va un peu d'onirisme, un peu de... J'espère, en tout cas. Donc il va ramener tout ça. En tous les cas, merci beaucoup Fabrice.